Bonjour à toutes et à tous, bienvenue, c'est Smart Impact, l'émission de la transformation environnementale et sociétale de notre économie. Et voici le sommaire. Mon invité, c'est Katia Dayan, la fondatrice des Papillons de Jour, une agence de communication adaptée, ou comment faire profiter les entreprises des compétences intellectuelles des personnes en situation de handicap. Dans le débat de notre émission, on va mettre à l'honneur deux doctorantes, deux scientifiques récompensées par le prix L'Oréal UNESCO pour les femmes et la science. Et puis dans notre rubrique qui est consacrée aux startups éco-responsables, on va découvrir les éponges réutilisables créées par Inga. Voilà pour les titres, on a 30 minutes pour les développer. C'est parti. L'invité de Smart Impact, c'est Katia Dayan. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Vous êtes la fondatrice, la présidente des Papillons de Jour, créée en 2010. Première agence de communication adaptée en France. Je voudrais qu'on revienne à l'origine. Pourquoi vous créez une agence de communication adaptée? Alors adaptée, c'est-à-dire que nous sommes une entreprise adaptée parce que par rapport à la loi de 2005 sur l'obligation d'emploi de 6% de personnes en situation de handicap qu'a instauré M. Jacques Chirac, eh bien, vous avez un modèle économique par rapport à ça. Vous avez tous les centres de travail, CAT, ESAT, et des entreprises commerciales qui sont des entreprises adaptées. Une entreprise adaptée, elle a l'obligation d'employer. Alors au départ, c'était 80% de salariés en situation de handicap, et c'est passé aujourd'hui à 50% de salariés en situation de handicap. Vous faites ce choix, qui est un choix de structure. C'est vraiment la structure de l'entreprise. Oui. Pour une agence de communication. Oui. On vous a regardé comme une extraterrestre quand vous avez lancé Oui, tout à fait. Oui. En fait, j'avais besoin de parler du handicap invisible et j'avais besoin de casser les tabous. Bon. Et je me suis dit, la communication, c'est un métier aujourd'hui, et c'est vaste, et c'est vraiment beaucoup de compétences à travers tout ce que l'on peut faire dans une agence de com, et d'être en situation de handicap, d'être handicapé, à un moment donné, ne veut pas dire qu'on n'a pas de compétences. Donc on est tout à fait capable aujourd'hui de faire des créations dans une agence de communication en étant en situation de handicap. Donc j'avais vraiment besoin de créer un modèle économique qui n'existait pas dans le sens où l'activité d'agence de communication 360 n'existait pas. Et du coup, ça fonctionne parce que tous les salariés qui sont en situation de handicap chez moi sont tous des personnes qui ont, au-delà du handicap, des professions et des métiers, des vrais métiers. Alors encore plus aujourd'hui parce que on est sur l'IA et sur les nouvelles technologies. Donc ce sont des personnes qui aujourd'hui font déjà le métier qu'elles aiment, que ce soit des motion designers, des attachés, des journalistes, des créas, des infographistes, des web designers, des développeurs aussi. Voilà. Et donc du coup, depuis plus de 14 ans maintenant. Ça passe vite. Les papillons de jour, voilà, ça fonctionne. Et avec le temps, on s'est aperçu que oui, c'est pas parce qu'on est handicapé qu'on n'a pas... on n'a pas de compétences, en fait. Mais bien sûr, je dis, mais bien sûr. C'est juste lunaire, en fait. Mais oui, c'est lunaire, sauf que vous avez été confronté à ça. Ah oui au scepticisme, peut-être. On n'en parlait pas avant. Non, mais je parle de votre rapport aux clients. Est-ce qu'il y a des clients qui étaient réticents, qui avaient... ou finalement, pas du tout? Alors, réticents, non. Parce que réticents, pour moi, c'est un côté un peu négatif. Interpellé, oui. En revanche, interpellé en me disant, vous êtes une entreprise adaptée, on va vous faire travailler. Donc pour nous, c'est le moyen de justement se soustraire à cette obligation d'emploi, à cette amende. Il y avait aussi pour vos clients le fait de respecter la loi. Voilà, de respecter la loi, donc de créer de l'emploi indirect, mais c'est surtout les entreprises adaptées, c'est vraiment un modèle sur des tâches chronophages, redondantes. Oui, on est rarement dans le créatif ou dans l'intellectuel. Voilà, c'est ça, pardon. Et là, ils étaient interpellés. Donc, ils poussaient un petit peu la bête, sans parler vulgairement, en disant « Ok, si vous êtes une agence de com, alors allons-y ». C'est la semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées qui démarre le 18 novembre et vous lancez une campagne de sensibilisation sur les discriminations. Oui. Alors là, on est en pleine cohérence, mais sous quelle forme? Elle va prendre quelle forme, cette campagne?
Alors déjà, c'est une campagne qui va être sous forme d'affichage, de réseaux sociaux, beaucoup de médias aussi. Parce que du coup, au bout de 14 ans, c'est un constat. Nous, notre particularité, c'est sensibiliser, créer des campagnes de sensibilisation dans les entreprises. Parce qu'avec le temps, les clients nous le demandent, grandes entreprises ou petites entreprises. On nous demande aujourd'hui de travailler en interne avec les collaborateurs pour les sensibiliser au handicap, à tous ces sujets sociétaux, la discrimination et autres. Donc on forme, on adapte aussi l'ADN de l'entreprise par rapport aux salariés pour un petit peu rebooster tout ça. Et on crée des outils pour casser les tabous et casser les peurs qu'on pourrait avoir si on devait en parler, et aussi faire en sorte que les salariés d'une entreprise aient confiance pour aller se déclarer quand elles ont une reconnaissance handicap, sans se dire je vais être viré, on va me regarder bizarrement, voilà, tout ça. Donc, les discriminations les plus présentes, c'est quoi? Ça va de l'accessibilité au salaire Alors, les salaires, non. Non. En tout cas, j'en ai pas entendu parler. Oh. Je touche ma tête, s'il vous plaît. L'accessibilité, oui. Parce que malgré tout, qu'est-ce qui est fait concrètement, dans le concret? Le carbone, c'est bien. Tout ça, c'est bien. La planète, c'est super. Mais au quotidien, comment fait-on pour aller travailler? Comment fait-on pour prendre le métro, le train, le bus? Comment fait-on pour se déplacer? Mais ça n'est pas que pour les handicapés. C'est aussi moi, demain, je vais au ski, je me casse une jambe. Oui, bien sûr. C'est une femme enceinte, c'est une femme avec une poussette et des gosses. C'est tout ça, en fait, l'accessibilité. Ce sont les personnes âgées aussi. Donc voilà, donc il y a ça. Et au bout de 14-15 ans, cette année, la campagne, elle va être un peu, pas trash, mais un petit peu pour dire, ben voilà, on a commencé nos campagnes de sensibilisation, nous, Papillons de Jour, en traitant beaucoup de sujets, y compris les enfants, y compris le harcèlement scolaire, y compris tous ces sujets humains, en réalité, j'ai rien inventé, j'en parle, c'est tout, et on essaye d'avancer. Parce qu'aujourd'hui, le constat, c'est quoi? Concrètement, on est toujours à une seule ligne de métro, qui est la ligne 14, qui est accessible concrètement en 2024. Donc c'est pour ça que vous avez choisi d'être un peu coup de poing, un peu trace. Ouais, concrètement, c'est lunaire aujourd'hui, ce qui se passe dans les établissements scolaires. Malgré la volonté du gouvernement à créer de l'emploi pour les AESH, qui sont des accompagnatrices, des personnes qui vont suivre pendant toute la journée des enfants qui sont en situation de handicap à l'école. On crée des classes Ulysse. L'État verse des budgets dans les écoles. Que font l'école? Que fait l'école? Le harcèlement, c'est pareil. On envoie son enfant à l'école, il revient, il est harcelé, maltraité, insulté, malmené. Et en fait, c'est lui qui doit quitter l'établissement et le harceleur qui doit rester. C'est bien de parler de ces sujets concrètement. Concrètement, qu'est-ce qui est fait? Alors, il y a quand même une amélioration, si j'en crois. Alors, on ne va pas être négatif. Voilà, notamment sur l'emploi, 12% je vais vous donner ce chiffre, 12% des personnes en situation de handicap au chômage en 2023. Alors évidemment, il y a deux façons de voir ce chiffre. Ça reste beaucoup plus que le chômage moyen, mais c'est aussi le taux le plus bas depuis 8 ans. Et là, je voudrais qu'on parle, il nous reste 2 minutes, d'un portail que vous avez créé qui s'appelle Atlas Jobs. À qui il s'adresse justement? Comment il fonctionne? Alors, Atlas Jobs, c'est vraiment le portail de l'emploi de la zéro différence. C'est un portail où toutes les personnes peuvent s'inscrire. Voilà, demandeurs d'emploi, en situation de handicap ou pas. Et du coup, c'est un portail qui va accompagner et l'employeur et le futur salarié dans un accompagnement très spécifique, parce que le RH aujourd'hui ne sait pas forcément comment, ou n'a pas le temps, ou on explique, on forme le RH comment aujourd'hui recruter une personne qui va être en situation de handicap tout en gardant ses objectifs. Voilà. Et le salarié à pouvoir parler en toute transparence de son handicap, parce qu'il a des compétences, parce qu'il a une fiche de poste, parce qu'il a les compétences pour travailler dans ce poste, et que son handicap ne va pas être un frein à son emploi. Et cette évolution sur le marché de l'emploi, vous le ressentez vous aussi? Oui, il y a beaucoup d'efforts qui ont été faits, parce qu'il faut rester positive. Mais oui, bien sûr, on en parle plus. On frappe, on tape sur la table, on parle de handicap invisible, on parle de compétences intellectuelles, on parle de maladies auto-immunes. Et puis aujourd'hui, on a des moyens, on a des outils pour faire que, même si quelqu'un est non-voyant ou malentendant, il puisse exercer un métier normalement.
tout simplement. Donc voilà, en fait. Merci beaucoup, Je Katia vous en Dayan, prie. et à bientôt sur Merci beaucoup. Be Smart for Change. On passe à notre débat. 2 femmes scientifiques à l'honneur. Le débat de ce Smart Impact consacré au prix Jeunes Talents en France, lauréat l'UNESCO pour les femmes et la science, avec 2 invités. Aliénor Rivière, bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes doctorante au laboratoire de physique et mécanique des milieux hétérogènes, CNRS et ESPCU, c'est une école d'ingénieurs à Paris. Marion Chambon, bonjour et bienvenue. Vous êtes également doctorante à l'unité mixte de recherche santé et services des écosystèmes polynésiens à l'Université de la Polynésie française. Vous faites partie des 35 doctorantes et post-doctorantes qui ont été mises à l'honneur à l'occasion de ce prix des jeunes talents, 18e année qu'il est remis, ce prix. On va évidemment prendre le temps de découvrir vos travaux, mais question générale sur la place des femmes dans la recherche scientifique. Est-ce que déjà vous êtes minoritaire dans vos promotions, Aliénor? Alors en ce qui me concerne, oui, très largement. Ultra minoritaire même? En tout cas, dans mon domaine de recherche, oui, totalement. Bon, après, ça ne veut pas dire qu'on ne nous laisse pas la parole quand même et qu'on ne peut pas faire de la recherche de qualité finalement. Mais en tout cas, moi en physique et en mécanique, qui est disons, le sujet qui est rattaché à mon domaine, effectivement, il y a assez peu de femmes. Ouais. Et vous, Marion? Alors moi j'ai fait un cursus pharmacie et au début, d'après les chiffres, on était une majorité féminine. Ouais. Et ensuite, moi j'ai poursuivi mon parcours en recherche et là à ce moment-là on est beaucoup moins nombreuses, effectivement. Ouais. À partir du moment où vous basculez dans le domaine de la recherche scientifique, il y a un peu moins de femmes. Est-ce que vous avez subi le sexisme dans ce choix? C'est-à-dire que dès, je ne sais pas, l'école ou les choix de filières professionnelles et de filières étudiantes. Je commence avec vous, Marion. Alors moi, il me semble qu'en termes d'orientation, déjà au niveau du lycée, on ne m'a pas tout de suite orientée vers des études de santé, alors que c'était ce que je voulais faire et c'est ce que j'ai fait. Et après, dans la recherche, dans la vie de tous les jours, on est parfois dans des environnements qui sont très masculins, où ça peut être difficile après de s'imposer et de se sentir légitime. Et vous, Aliénor Rivière, vous avez fait face à ce sexisme volontaire ou parfois même involontaire peut-être? Non, moi j'ai eu la chance au contraire d'être beaucoup soutenue, que ce soit par ma famille ou par mes profs. Et puis même ensuite dans les études supérieures, donc moi j'ai fait l'école normale supérieure, j'ai été pas mal poussée par même beaucoup de femmes en fait, des doctorantes de l'époque, post-doctorantes, chercheuses, qui m'ont encouragée au contraire. Alors peut-être que ça a compensé un biais de base, mais moi j'ai eu la chance d'être beaucoup soutenue au contraire. Ouais. Bon, mais ça c'est très bien. Alors on va rentrer dans le détail de ce sur quoi vous travaillez l'une et l'autre. Aliénor Rivière, je commence avec vous. Vous modélisez les bulles océaniques. J'ai lu ça, je me suis dit waouh, c'est quoi une bulle océanique déjà pour commencer? En fait c'est très simple, hein. C'est juste une bulle d'air dans de l'eau. Oui. Donc, vous pouvez imaginer le champagne par exemple, mais dans le contexte de l'environnement, ça va être une vague qui va déferler, donc ça veut dire qu'il casse et qui injecte de l'air dans l'eau. Donc c'est en fait des bulles, hein, tout simplement. Et donc moi je regarde en particulier, donc quand ces bulles rentrent dans l'eau, comment est-ce qu'elles sont déformées et comment elles se cassent en plein de fragments. Et ça, bon, ça a l'air assez ésotérique comme ça. Mais la raison pour laquelle ça intéresse les gens, c'est que en fait, ces bulles vont contribuer énormément à stocker du CO2, par exemple, qui est quelque chose qui nous intéresse beaucoup, dans les océans. Donc ça a un lien... 40%, quelque chose comme ça. Les bulles, pardon, je vous ai interrompu, donc on n'a pas entendu. Les bulles stockent 40% du CO2 des océans. Elles sont capables de transférer du coup, du CO2 qui est dans l'atmosphère vers les océans. Et donc ça, c'est un phénomène assez naturel, mais la contribution des bulles est de l'ordre de 40%. D'accord. Donc ça, c'est non négligeable. Si vous supprimez les bulles, les océans stockeraient beaucoup moins le CO2. Oui, et donc ça m'amène à la question suivante, le lien avec des modèles climatiques, que vous souhaitez améliorer, c'est un peu ça l'objectif de la recherche? Exactement. Donc en fait, l'objectif, bien sûr, aujourd'hui, c'est d'avoir des modèles climatiques qui soient de plus en plus performants et précis. Et dans ces modèles climatiques, il y a des termes qui vont modéliser à quel point, par exemple, le CO2 est stocké dans les océans. Et donc, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on va modéliser combien est-ce qu'il y a de bulles, quelle est leur taille, quel est leur nombre. Et comme ça, si vous êtes capable de connaître ces informations-là, alors vous remettez ces informations dans les modèles et vous les améliorez. Marion Chambon, vous travaillez sur les soins de la peau, c'est ça? Votre domaine de recherche, expliquez-nous. Alors, j'étudie 5 plantes qui viennent de Polynésie française et qui sont utilisées en médecine traditionnelle, plus particulièrement pour les soins de la peau.
Et donc nous, on souhaite les valoriser pour faire des produits ensuite cosmétiques ou pharmaceutiques. Et dans l'idée, ce projet est né d'un constat. En Polynésie française, on a des plaies et des brûlures qui ont beaucoup de mal à cicatriser, et ce pour plusieurs raisons. D'une part, à cause du climat qui est très chaud et très humide. Il y a aussi un fort taux de diabète dans la population. Et c'est aussi dû à un accès aux soins qui est parfois limité dans ces îles. Donc l'idée, c'est de s'inspirer un peu de ces médecines traditionnelles et d'étudier des plantes locales pour ensuite concevoir des produits à partir de procédés plus écologiques qui permettront ensuite de répondre à ces problématiques de santé. Ouais, alors de quelles plantes on parle et puis peut-être quelles vertus potentielles ont-elles? Alors parmi les 5 plantes, on a parmi les plus connues le tiare, donc, qui est utilisé pour le monoï, le curcuma qu'on consomme également dans l'alimentation, les feuilles et l'amande de tamanu qu'on fait sécher au soleil qui permet de faire une huile qui est très efficace pour la cicatrisation. Et ensuite, il y a 2 plantes qui sont indigènes en Polynésie et qui n'ont jamais été étudiées d'un point de vue chimique ou biologique. Donc on a le tohu et le ora. Et donc, y a des, vous dites c'est les plantes traditionnelles, donc on sait quels bienfaits elles peuvent avoir, mais vous vous dites quoi? Vous dites on peut améliorer, enfin augmenter encore l'usage qu'on va en faire, découvrir peut-être d'autres bienfaits de ces plantes. C'est ça l'objet de votre recherche? Donc elles ont un bienfait effectivement en médecine traditionnelle et nous on cherche à prouver de manière scientifique qu'elles sont effectivement efficaces. D'accord. Et donc l'idée c'est de faire des tests biologiques d'une part, donc de regarder la cicatrisation, mais aussi les activités anti-inflammatoires, antioxydantes et aussi anticancéreuses. Et d'autre part de faire des analyses chimiques pour regarder les molécules qui sont présentes dans ces plantes et essayer d'expliquer quelles molécules pourraient avoir quelle activité. Et donc vous faites partie, je l'ai dit en préambule, des 35 doctorantes et doctorantes et post-doctorantes qui ont été choisies, qui ont reçu ce prix Jeune Talent France L'Oréal UNESCO. Qu'est-ce que ça change pour vous? Il y a de l'argent, il y a une dotation, il y a de l'aide. Expliquez-nous ce que ça peut changer, Aliénor Rivière, pour commencer. Alors, il y a plusieurs choses. Effectivement, il y a un soutien financier. Qui est assez, je pense, c'est une chance assez extraordinaire parce que ça nous permet ensuite d'être indépendants d'une certaine façon, d'aller en conférence, de pouvoir aller visiter des laboratoires pour donner des séminaires. C'est quoi, 15 000 € de dotation, c'est ça? Oui, pour les doctorantes, c'est ça. Et ça change vraiment la donne, quoi. Ah oui, c'est énorme, ouais. Bon, par exemple, moi, je vais commencer un post-doctorat et je ne sais pas encore si je vais pouvoir avoir de l'argent pour aller en conférence, aller aussi en formation. Et donc là, je sais que grâce à cette dotation, je peux m'inscrire parce que dans tous les cas, j'aurai les moyens financiers pour y aller. Donc ça, c'est un soutien assez important. Et il y a un programme de formation au leadership. J'ai vu ça. Alors, c'est intéressant parce que je suis sûr que on s'adresserait à des doctorants, on ne leur aurait pas proposé. Vous voyez ce que je veux dire? Bien sûr. Vous l'avez ressenti, ça? Est-ce que vous ressentez le besoin de cette formation? Je commence avec vous. Non. Moi, j'étais assez surprise, mais effectivement, ça m'a apporté beaucoup. Et parce que ce n'est pas du tout des formations auxquelles on a accès en général. Donc je trouve que c'est vraiment très intéressant de s'ouvrir et de voir d'autres formes de formation qui peuvent effectivement, je pense, être utiles pour la suite. Qu'est-ce qu'on apprend dans un programme de formation au leadership, Marion? Moi, tout comme Aliénor, c'est des formations que je n'avais pas suivies au cours de mon cursus universitaire. Moi non plus, j'ai jamais suivi de formation au leadership. J'en aurais sans doute besoin, d'ailleurs. Mais je pense que c'est très utile dans des métiers où on peut être amené à encadrer d'autres étudiants plus tard ou encadrer du personnel. Et donc, effectivement, on a suivi la formation au leadership, en management, également en négociation. Et en fait, ça nous apprend un peu à avoir une vision de ce qu'on veut faire plus tard et essayer de le mener à bien et de partager cette vision-là avec d'autres pour ensuite mener notre équipe à aboutir et à avoir des résultats. Est-ce que derrière l'idée de ce prix Jeune Talent et donc de cette formation leadership, il n'y a pas aussi le fait que vous allez devoir vous imposer dans des mondes qui sont majoritairement masculins? Est-ce que, je ne sais pas si c'est verbalisé, ça, ou si vous l'avez ressenti pendant la formation, Marion? Si, tout à fait. On en discute beaucoup pendant la formation, déjà entre nous et avec les formateurs. Et l'idée, c'est effectivement de s'imposer et de pouvoir prétendre après à des postes un peu plus haut gradés et être après à une majorité peut-être féminine dans ces milieux-là. Vous ressentez l'importance des rôles modèles? Vous l'avez un peu évoqué tout à l'heure, Aliénor Rivière, sur finalement, alors il n'y a peut-être pas d'ailleurs que des femmes, mais celles et ceux qui vous ont poussé à aller dans cette direction d'une carrière scientifique. C'est important pour vous d'avoir des rôles modèles? Moi, je pense que c'est effectivement important parce que ça permet de se projeter.
Je sais qu'il y a des femmes pour qui c'est plus important d'avoir des rôles modèles féminins que masculins. Et oui, c'est toujours... le métier de la recherche, c'est quelque chose qu'on a du mal à appréhender, je pense. Et donc, avoir la possibilité d'identifier quelqu'un qui fait de la recherche aujourd'hui, qui n'est pas un barbu derrière un ordinateur avec une blouse. On n'a rien contre les barbus derrière les ordinateurs, hein, évidemment. Bien sûr que non, mais c'est sûr que ça nous permet de mieux appréhender ce que c'est qu'un métier de chercheur et de pouvoir... potentiellement se projeter. Ouais. Et vous avez conscience que vous êtes en train de devenir des rôles modèles ? Peut-être, je sais. Si, le simple fait de faire partie de ces lauréates. En tout cas, j'espère. Peut-être que ça va inspirer ce serait génial. Des jeunes filles, des lycéennes ou des étudiantes qui se disent tiens, une carrière scientifique, c'est pour moi aussi. Espérons-le. Moi, pour ma part, c'était effectivement le cas quand j'ai voulu candidater à ce prix. Il y en a d'autres à l'Université de la Polynésie française qui l'ont reçu avant moi et qui m'ont inspiré à candidater, qui m'ont encouragée. Et je pense que c'est en partie aussi grâce à elles, grâce à leur prix que j'ai le mien. Tiens, d'ailleurs, ça me fait penser à une question. Est-ce qu'il y a un réseau des anciennes lauréates de ce prix ? Oui, totalement. Ouais. Et d'ailleurs, je pense que c'est quelque chose qu'apporte le prix L'Oréal, justement. C'est cette mise en réseau à la fois au niveau d'une génération, disons, comme on a eu la dernière semaine. C'est une grande richesse et je pense que ça nous permet pour la suite. C'est plus de 4000 femmes qui ont été récompensées par la Fondation et dont on est mis en relation via une application et un site internet où on peut échanger avec elles, on peut prendre contact et on peut également participer à d'autres formations pour continuer à s'améliorer toujours. Oui, et est-ce qu'il y a même des liens de business ? Ça nous mène où ? Vers un business ou pas ? Pour Marion Chambon, je le vois bien, mais pour vous, Aliénor Guillard. Qu'est-ce que vous voulez dire par un business ? Je ne sais pas. Créer une entreprise. Créer une entreprise. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça met en relation avec des gens qui sont scientifiques, qui sont extrêmement, extrêmement compétentes. Donc je suppose qu'effectivement, si vous voulez peut-être créer une entreprise ou en tout cas un laboratoire, créer des liens, c'est sûr que ça va vous mettre en relation avec des personnes compétentes dans des domaines variés. C'est votre ambition, à vous, ou vous voulez vraiment rester dans le domaine de la recherche ? Moi, je serais plutôt rester dans le domaine de la recherche. Mais pour autant, même dans ce domaine-là, c'est un métier où les relations humaines sont très importantes. Et donc, être conseillé à tout moment de sa carrière et créer même de collaboration, c'est très important. Et donc, pouvoir profiter, bénéficier de ce réseau des lauréats du prix Jeunes Talents France L'Oréal UNESCO pour les femmes et la science. Merci encore, merci à toutes les deux d'être venues parler de vos domaines respectifs de recherche. On passe à notre rubrique consacrée aux startups. Smart Ideas avec Benjamin Beer, bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes le président, le cofondateur d'Inga, créé en 2021. La commercialisation a commencé fin 2022. Je vais citer vos cofondateurs, cofondatrices Marion Guy, Thibaut Chaussier et Christophe Terrain. C'était quoi l'idée de départ ? L'idée, c'était créer une boîte de produits ménagers textiles lavables qui donne envie de passer du jetable au durable. Et l'éponge s'est imposée comme le produit star. Et aujourd'hui, on dirait plus qu'on est une marque qui s'impose comme la référence des éponges lavables. Il n'y a pas que des éponges dans votre gamme. Non, on a toute une gamme d'éponges, 4 éponges différentes. On a aussi un essuie-tout. Et on avait au début des cotons, des maquillés, des mouchoirs qu'on a un petit peu mis dans le souterrain, on va dire. Un peu mis de côté. Voilà. Je voudrais qu'on revienne au départ, parce que c'est intéressant, avec une campagne de financement participatif qui a vraiment lancé Inga. Comment ça s'est passé ? En fait, le but, c'est de faire en effet une campagne, nous on appelle ça de pré-vente sur Ulule. Notre but, c'est d'en faire une très grosse, puisqu'on le voyait comme un tremplin. Et aussi, ça permet de tester pas mal de choses, voir quels sont les produits qui plaisent, quelles sont les couleurs qui plaisent, et de ne pas avoir de problème de stock. Parce que quand on lance 4 produits, 4 couleurs, 16 refs, il faut savoir se stocker à l'avance. Et puis c'est un gros proof of concept, on va dire. Oui, le fait de finalement tester un produit auprès des clients, puis on se crée une première communauté. Exactement. Il y a combien d'éponges jetées chaque année ? Parce que vous êtes parti de ce constat avant de c'est une très bonne question. Grosso modo, on est sur une quinzaine d'éponges par foyer en France, donc plus de 250 millions d'éponges jetées chaque année. J'avoue que je n'ai plus trop... Je connaissais par cœur tous ces chiffres. Mais c'est assez vertigineux. Ouais. Et donc vous, l'alternative, donc cette éponge qui est lavable, on va l'utiliser combien de temps ? Nous, on garantit un an. Voilà, exactement. Nous, on garantit un an à condition que, évidemment, on ne frotte pas comme un fou sur des couteaux à dents ou sur une scie et qu'on la lave régulièrement. Nous, on garantit donc un an, 50 de lavage. En gros, en partant du principe que c'est un lavage par semaine. Un lavage par semaine. Mais ça peut tenir beaucoup plus longtemps. C'est ce que vous
vous conseillez. Bon, alors il y a cet avantage-là, évidemment, tout simplement de matière produite, de déchets non produits. Ensuite, est-ce qu'il y a moins de bactéries? Parce que moi, je pense toujours à ça quand je vois une éponge qui est là depuis je ne sais combien de temps au bord de l'évier. Ce qu'il y a à l'intérieur de l'éponge, quoi. Il y a moins de bactéries. Il y a moins on va vous engager au marketing. Non, exactement. Je l'utilise, là, l'éponge Inga. Donc. Non, mais ça, c'est un des gros avantages, c'est qu'elle est plus hygiénique parce qu'on la lave. Donc, en fait, une éponge, c'est souvent humide, il y a une prolifération de bactéries par milliards. Le fait de pouvoir laver au lave-linge ou au lave-vaisselle fait que, justement, ça supprime les bactéries. Mais il y a d'autres avantages. On est aussi plus efficace que les éponges jetables. Comment ça? Alors, on a eu une enquête par UFC Que Choisir qui nous a donné la note de 16,6 sur 20, là où les deuxièmes, une marque d'éponges jetables très connue, ont 15,5. Mais alors, comment vous êtes plus efficace? Ça s'évalue sur quoi? Sur ma capacité à essuyer, à gratter et à se maintenir dans le temps. Grosso modo, c'est un peu les 3 critères et la non-dégradation en fait de l'éponge. Mais nous, notre but, c'était avant tout d'être au moins aussi efficace que le jetable. On est content, on est apparemment encore plus. Mais c'est ça qui compte pour convaincre les gens. Parce qu'on a beau faire quelque chose de plus joli, de meilleur pour la planète, d'économique, mais au final, c'est l'efficacité. Récurer nos casseroles. Ça, exactement. On est bien d'accord. Vous en êtes où du développement de l'entreprise aujourd'hui? Ça marche plutôt bien. Aujourd'hui, on est content. On a un site internet qui marche très bien. On s'est lancé en grande distribution début d'année. On fait entre 10 et 35% de part de marché en fonction des magasins, et dans les enseignes où on est au national, Cora et Monoprix, entre 12 et 15% de part de marché, avec beaucoup moins en linéaire, ce qui est assez intéressant. Et on est leader sur Amazon. Quand je parle de marché, je parle évidemment lavable plus jetable. Nous, notre marché auquel on s'attaque, c'est évidemment le marché de l'éponge jetable. Donc ça marche plutôt bien, voire très bien, et on est content. Une enseigne comme Monoprix, elle teste beaucoup de nouveaux produits dans cet univers de l'éco-responsabilité. Le défi, c'est de durer. Alors, notre grande fierté chez Monoprix, c'est qu'on a fait en 2 mois le chiffre d'affaires en sell-out qui nous avait donné pour objectif sur l'année entière. Donc, ça marche plutôt bien, voire très bien chez Monoprix, mais partout. C'était vraiment notre grand défi, en fait. Se dire, OK, on va chez Monoprix, c'est une cible, on va dire, très urbaine, un peu évidente. Mais quand on est rentré chez Cora, c'était ça le vrai défi, parce que c'est très mass market, c'est très monsieur et madame tout le monde. Et notre enjeu, nous, c'est ça. C'est de convertir tout le monde. Et la réussite chez Cora, c'est encore plus important, j'ai envie de dire, parce que ça montre que tout le monde peut et a envie d'acheter des éponges durables et lavables. Merci beaucoup beaucoup Beer, et bon merci vent à Inga. Voilà, c'est la fin de ce numéro de Smart Impact. Un grand merci à toutes et à tous de votre fidélité à Be Smart for Change. C'est la chaîne des audacieux et des audacieuses. Salut.